Merci beaucoup aussi. Et tout d'abord, je vous remercie très chaleureusement de Pauline, Laurence, Max de m'avoir invité un peu à pied levé, je dois dire. Et c'est une bonne chose parce que finalement, d'une part, votre titre « Situation graphique », je le trouve très prometteur. En tous les cas, pour moi, il est assez énigmatique. Donc, je suis ravie de participer à cette journée. Je pense que nous allons ensemble essayer d'avancer par rapport à cette notion, peut-être de la définir un peu mieux, de la contester. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup. D'autant que, dans mes travaux, la question du graphisme est malgré tout une question constante, mais qui n'est pas encore, pour ma part en tous les cas, bien définie. C'est quelque chose que je rencontre très régulièrement et je prends toujours grand plaisir à dialoguer avec des graphistes. Bien. Alors, comme vous l'avez rappelé, oui, je travaille comme anthropologue depuis toujours sur les pratiques d'écriture. En fait, la question que je me pose est assez simple, c'est de savoir ce que nous faisons avec l'écriture. Et de mon point de vue, moi j'ai une conception de l'écriture qui inclut bien sûr deux choses. D'abord, un acte d'écriture que j'appellerais un acte graphique. L'écriture n'existe pas sans un acte graphique. J'espère que nous spécifierons un peu aussi ce que c'est que finalement ce graphisme. Donc un acte graphique, un acte langagier, parce que je pense que c'est aussi une discussion. Est-ce qu'on peut véritablement dissocier l'acte langagier du graphisme? Et enfin, un acte de fabrication d'objets. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, effectivement, chaque fois que nous écrivons, nous fabriquons un objet qui peut être extrêmement simple, d'une petite note jusqu'à un manuscrit, jusqu'à une affiche, etc. Donc, j'accorde une très grande importance à la matérialité des écrits, mais ce qui m'importe aussi, c'est de comprendre comment s'articulent ces trois dimensions, c'est-à-dire le langagier, le graphique et les aspects de fabrication. Je les repère et je me demande comment ils interagissent les uns sur les autres. Mon second point de départ a toujours été de travailler à partir d'enquêtes de terrain. C'est-à-dire que je me confronte depuis longtemps maintenant à des actes d'écriture in situ, c'est-à-dire dans des lieux, c'est-à-dire encore plus précisément à des situations d'écriture. Et donc pour moi, cette idée de écriture située est en fait une notion qui est active depuis très longtemps, qui ne va pas de soi, bien sûr, mais qui a permis de faire véritablement une sorte de révolution dans les manières d'approcher les questions d'écriture. Et je pense que votre idée de rapatrier d'une certaine manière l'intérêt pour les situations du point de vue du graphiste est une excellente idée parce qu'effectivement, à partir du moment où on considère une pratique comme située, eh bien, le gain de connaissance est immense. J'en dirai quelques mots. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire travailler sur des situations d'écriture? Ça veut dire, en fait, observer des situations réelles. J'ai une définition de la situation, je vais en parler tout à l'heure un peu, qui est quand même assez précise, beaucoup moins finalement souple que celle que vous avez déclinée dans votre programme. Bon, mais ça, c'est ma propre rigidité, c'est pas toujours la meilleure des choses, mais bon. Bien, donc, approche de situations réelles d'écriture, gouvernée par la question
que faisons-nous avec l'écriture, et qui inscrit aussi comme deuxième grande question, qui, elle, est une question qui réunit beaucoup de chercheurs en sciences humaines et sociales, qui est que chaque fois qu'on approche une situation, quelle qu'elle soit, la question à se poser, ça peut être une situation de n'importe quoi, d'oral, de politique, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Donc c'est des questions assez simples, hein, mais qui finalement engagent toute une attitude, et qui est assez caractéristique d'une certaine anthropologie dans laquelle je me reconnais. C'est une véritable méthode de travail. L'idée, c'est donc d'arriver dans des situations, en observant des situations, sans préjuger de ce qu'il se passe. Hein, c'est-à-dire de refuser d'emblée de qualifier, de cataloguer, d'interpréter des situations, et finalement d'essayer au contraire de les comprendre, de les qualifier, de les observer, de les comprendre à partir des acteurs qui mènent ces situations. Par conséquent, ma première action dans votre journée, c'est de transformer votre titre avec un petit acte graphique qui consiste à mettre un point d'interrogation au bout de l'expression situation graphique. Alors, pour moi, un point de comparaison intéressant pour approcher cette histoire de situation graphique, c'est de faire une sorte de relation, de la mettre en relation avec ce que j'appelle des scènes d'écriture. Alors, on a fait avec, pendant 2-3 séminaires, plusieurs étudiants, des repérages sur les différentes scènes d'écriture que nous rencontrons en peinture, en littérature, dans toutes sortes d'expressions, même d'ailleurs dans la littérature anthropologique. On a essayé de voir comment se présentent les scènes d'écriture, disons globalement, hein, sans aller non plus rentrer dans... On n'est pas exhaustif évidemment, mais finalement quand même, quels sont les stéréotypes, on pourrait dire, les standards que nous avons sous les yeux et qui nous sont constamment imposés d'une certaine manière. Alors, les scènes d'écriture, et alors, est-ce que ce sont des scènes graphiques? Je ne sais pas trop, mais ce sont de véritables topos de la peinture, de la littérature. Et si la notion de scène est une notion en fait assez mal travaillée, c'est un peu compliqué de trouver des définitions de la scène, ce qu'on peut quand même en retenir, c'est qu'une scène, en principe, c'est un petit moment qui est isolé d'une action plus grande. C'est une sorte d'arrêt, hein, dans une narration, par exemple. Et cet arrêt, cette image, ce petit récit qui va nous permettre de rentrer dans une scène, finalement, va se décliner en série. C'est-à-dire que, par exemple, ce tableau de Carpaccio, qui nous est quand même assez familier, Saint-Augustin écrivant dans son studiolo, eh bien, il va faire écho, d'une certaine manière, à ce portrait de Richelieu, qui lui-même va faire écho, d'une certaine façon, à ce portrait de Verhaeren, etc. Donc, nous avons des sortes de paradigmes d'images qui vont, même si bien sûr il y a d'énormes différences entre ces trois tableaux, mais il y a aussi des points communs, et notamment le moment où l'on saisit l'acte d'écriture et l'acteur que l'on identifie. L'acteur que l'on identifie est quand même très souvent un lettré, un homme, un lettré, il est seul. Et il est au centre d'un espace que l'on comprend dédié à l'écriture, espace dans lequel on détaille plus ou moins les objets de la fabrication de l'écrit, les instruments de travail, les meubles. Sur le Carpaccio, évidemment, on peut se perdre des heures, c'est absolument passionnant, et identifier tous les objets, tout ce qui est inclus dans ce tableau pour nous parler de l'activité d'écriture. Bien.
Il y a aussi des scènes de lecture, bien sûr, qu'il faudrait verser au dossier. Bon, ça, on n'a pas le temps. Mais là, évidemment, la scène de lecture est très différente. D'abord, ce sont souvent des femmes qui lisent et qui, curieusement, au lieu d'être en train de lire, bien souvent, ont un livre à la main, mais sont dans une position d'interruption de la lecture. Donc, c'est une lecture qui s'interrompt et le regard part au loin. Donc, on saisit le lecteur souvent en dehors, finalement, de son activité de lecture. Alors, une des choses aussi qui est assez répétitive dans ces scènes d'écriture, c'est qu'entre l'activité qui nous est présentée, comme ici, bon, Richelieu écrit avec sa plume, on voit très bien comment les objets sont disposés, eh bien, Richelieu regarde ailleurs. Là, il nous regarde, mais Saint-Augustin regardait aussi ailleurs, il regardait par la fenêtre. Alors Verhaeren, lui, il est extrêmement centré sur lui-même. On ne sait pas trop s'il somnole, s'il écrit, ce qu'il regarde. Mais il y a souvent l'idée qu'en fait, indépendamment, hors de la scène de l'écriture que nous avons sous les yeux, il y a un hors-scène, il y a quelque chose qui s'ajoute dans cette activité d'écriture et qui est d'une certaine manière impossible à représenter. Il y a un travail qui est suggéré de celui qui écrit et qu'on ne peut pas véritablement montrer. Donc ça, c'est tout un ensemble de scènes qui forment un peu notre héritage, on pourrait dire, notre héritage iconique, notre héritage littéraire. Bon, on peut faire la même enquête en littérature, c'est tout à fait passionnant. Et on verra que on va retrouver un peu les mêmes stéréotypes, les stéréotypes à la fois de classe sociale, bien sûr, c'est très souvent des lettrés, de posture, d'instruments, d'isolation. Hein. On écrit seul et dans une espèce de situation qu'on imagine au calme, complètement isolée, en dehors des activités bruyantes de la vie sociale. Bien. Par rapport à cette approche, qui malgré tout influence d'une façon ou d'une autre notre conception de l'écriture, et qui d'ailleurs influence de nombreuses théories de l'écriture, hein, qui la voient comme une activité solitaire, complètement détachée de la vie, justement, une activité qui, justement, suppose toute une sorte d'intériorité inaccessible, etc. On a pu développer, il y a très peu de temps en fait, une approche assez différente qui était une approche par les situations. Alors, cette approche par les situations, puisque vous êtes en train d'explorer cette voie-là, bon, simplement, rappelons-nous qu'elle est quand même mise à l'agenda des sciences humaines et sociales depuis les années 60. C'est avant Guy Debord quand même, voilà. Et que elle a travaillé l'évolution des sciences humaines et sociales d'une manière puissante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même dans de nombreuses disciplines des recherches qui sont tout à fait centrées sur l'analyse des situations. Il ne faut pas l'oublier, parce que cette approche a été fructueuse, comme je l'ai dit, et on a découvert véritablement des tas d'éléments de nos comportements qui étaient totalement inaperçus. Donc, petit rappel, donc, comment cette idée a commencé à s'imposer? En fait, cette idée, elle s'est imposée dans une attitude critique, comme souvent, vis-à-vis des travaux qui étaient menés sur le langage. Travaux qui étaient menés sur le langage, surtout sur l'oral d'ailleurs, qui excluaient un certain nombre de situations, en particulier les situations de conversation.
Ça nous paraît assez étrange, mais c'était comme ça. Et donc, ça a commencé par des travaux d'ethnographie d'un professeur américain que vous connaissez sans doute pour certains, qui s'appelle Dell Hines, qui a décidé avec ses étudiants de travailler sur les déjeuners de famille. Bon. Et donc, chacun devait enregistrer ses déjeuners de famille et voir un peu ce qui se passait. Eh bien, ce geste, qui a l'air quand même assez simple, a provoqué un véritable chamboulement des connaissances que nous avions sur les échanges oraux. Bon, ça a été évidemment énormément développé et d'une certaine manière, le travail sur des situations d'écriture situées, enfin sur l'écriture située, sur des situations de pratique d'écriture, a emprunté cette voie. C'est-à-dire, la question était de sortir de cette approche de l'écriture isolée, où finalement il n'y a rien à observer. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, vous rentrez dans le cabinet d'un écrivain, par exemple, vous vous installez sur une chaise. Bon, une fois que vous avez décrit le bureau, et ben quoi? Et ben voilà. Bon, donc, il y a ce problème de l'inobservable, évidemment. Donc, y a-t-il vraiment rien à observer? Eh ben, il y a beaucoup à observer si on sort de cette espèce d'idéalisation de cette situation-là. Et finalement, rentrer dans l'écrit situé, ça a été tout simplement de s'intéresser à des tas de situations beaucoup plus courantes que celles de l'écrivain isolé, situations de travail, situations politiques, manifestations de rue, etc., situations artistiques. Je veux dire, il y a de quoi faire avec cette autre approche de l'écriture. Et c'est bien à partir du moment où on a commencé à observer ces situations d'écriture que la question du graphisme se pose. Et elle se pose donc dans les sciences humaines et sociales qui finalement ne s'en étaient jamais occupées. C'est-à-dire que on est obligé de s'y intéresser alors qu'en fait on n'est pas du tout formé, on n'a strictement quasiment aucune connaissance pour travailler là-dessus. Donc il y a là quelque chose qui est à la fois intéressant, attirant, je dirais, et en même temps qui est assez risqué, parce que finalement, on ne sait pas grand-chose du graphisme quand on se forme aux sciences humaines et sociales. Mais si on ne sait pas quelque chose du graphisme, pas grand-chose, on sait et on observe très vite que le graphisme, à l'intérieur, par exemple, d'une activité d'écriture, a son pouvoir, qu'il y a véritablement, vous le disiez très justement, des effets du graphisme qui sont là, que l'on observe, que l'on décrit, et qu'il faut analyser, il faut éventuellement les théoriser. Je pense qu'on en est... enfin bon, ça commence. Et donc, c'est un peu de cette façon que moi, votre question m'intéresse. C'est-à-dire, allons plus loin, effectivement, et regardons ce qui fait que l'écriture, acte de langage, acte de fabrication, acte graphique, ce qui fait que l'écriture possède une certaine force d'action à cause du graphisme. Donc, d'une certaine manière, on met de côté le langage, on met de côté plus ou moins la fabrication, et on se demande, dans cette situation, quelle est la part qui revient au graphisme, dans les effets de cette situation. Donc voilà, moi c'est un peu comme ça que je vois mon intérêt. Alors, notion de situation, je vous donne quand même deux citations voilà, un peu canoniques. Donc, Goffman, 64, un environnement fait de possibilités mutuelles de contrôle. Ce qui est important là-dedans, c'est environnement. C'est-à-dire que tout de suite, la situation s'affirme comme dépendante d'un lieu. Et c'est ça, évidemment, la grande révolution, c'est pas de s'intéresser au discours, aux paroles, etc., mais de comprendre que tout ça s'énonce, se profère, se discute dans un lieu. Et qu'est-ce que ça fait de transformer ainsi son approche. Donc, au sein duquel un individu se trouvera accessible aux perceptions, etc., de tous ceux qui sont présents. Alors là, deuxième virage, on n'est plus tout seul, on fait partie d'un groupe de différentes personnes qui participent à la situation. Enfin, deuxième citation canonique, de Goffman aussi, 74, je fais l'hypothèse qu'en s'intéressant à une situation ordinaire,
on se pose la question, que se passe-t-il ici? Fameuse question dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui m'intéresse bien sûr dans cette question, c'est le ici. Que se passe-t-il ici? Et Goffman ajoute, bon, que ce soit dans des moments de crise, de doute, de confusion, ou tout simplement quand tout va bien, hein, on est dans la routine d'une situation, et bien même si on est dans la routine d'une situation, cette question se pose de temps en temps, pas constamment, et en fait, on ne cesse d'agir dans une situation même de routine pour résoudre des problèmes qui sont parfois minuscules, mais qui se posent sans arrêt dans n'importe quelle situation d'interaction. Bien. Donc finalement, travailler sur des situations, c'est beaucoup travailler à l'opposé de la scène, hein, qui est immobile, qui fige et qui semble pacifier, on pourrait dire, toute action. Travailler sur la situation, c'est inévitablement travailler à la fois sur la routine, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, dans des situations, on est dans un amphi, on sait à peu près ce qu'il faut faire, on se comporte normalement et on sait qu'il ne faut pas que je dépasse l'heure, etc. Bon, on a des scripts d'action, c'est bien évident, mais en même temps, on a toujours, dans toutes les situations, des moments où il faut ajuster. Il faut ajuster, il faut, et même parfois, entrer en rupture avec des situations, et parfois il y a des grosses crises, et là, on est hors cadre, et il faut que collectivement, on gère. Bon. Donc, le travail sur la situation, ça suppose de repérer deux choses, à la fois le connu, le routinier, et à la fois les capacités à gérer les aléas, hein, qui sont bien évidemment constamment présentes. Alors, j'ai encore combien de temps là? Vous qui... Ça va? 5 minutes, c'est ça? Bon, parfait. Alors, avant de passer à quelques exemples, j'ai donc le temps de, une fois posé cette histoire de situation, je reviens à ma question. Étant donné un travail sur une situation d'écriture qui se consacrerait ou se spécifierait sur les effets du graphisme, hein, si toutefois on peut isoler, mais essayons d'isoler, la première question que je me pose, donc, évidemment, c'est quel est le domaine d'action du graphisme? Pour moi, qui ne suis pas graphiste, j'ai quand même un peu besoin de répondre à ça. Alors, j'y réponds d'une manière qui va certainement vous paraître extrêmement novice et simpliste. Alors, voilà ce que moi j'imagine comme ressources que le graphisme donne aux actions. Je pense que le graphisme, premièrement, il commande tout ce qui est typographique. Donc je crois que tout ce qui ressort d'un choix typographique appartient au champ d'action du graphisme. Alors ça peut être de la routine, rien du tout, mais ça peut être aussi, dans certaines situations précisément, des choix extrêmement importants. On le verra tout à l'heure. Deuxièmement, je pense que ce qui ressort du graphisme, c'est à la fois le choix, mais parfois les créations et souvent les configurations des espaces graphiques. Donc, il y a le graphiste, soit il configure un espace préexistant, soit il crée un espace. Il n'est pas le seul, hein. Il y a beaucoup de gens qui créent des espaces graphiques, mais en tous les cas, il me semble qu'on peut attribuer cette force-là, cette action-là au graphisme. Enfin, troisièmement, je pense que j'ai l'impression que le graphisme commande aussi le choix des supports. C'est quand même un geste graphique pour moi que de choisir tel ou tel support, que de configurer un espace, créer un espace, et que de faire des choix de typographie. Alors, bon, je pose la question, est-ce que ça répond à peu près à ce que vous pensez vous-même, comment vous voyez ces choses? Je pense que, évidemment, j'oublie, parce que c'est hors champ pour moi un peu, mais j'ai tort, j'oublie la relation à l'image. Catherine me faisait remarquer ça l'autre jour. Ah oui, mais il y a quand même l'image, bon, c'est vrai. Donc ça, là-dessus, oui, je sais, il y a l'image, je ne sais pas très bien quoi en faire. Bon. Alors,
Donc, mais voilà, pour moi, j'ai besoin de déterminer, grosso modo, ce que serait le domaine d'action. Et une fois identifiés ces trois éléments, de voir un peu ce qui se passe précisément dans une situation quand l'un ou l'autre ou tout de ces trois éléments crée précisément une force particulière, agit d'une manière particulière. Alors, j'ai effectivement été confrontée à ce type de questions lors d'un travail déjà ancien, mais qui a été très formateur pour moi, donc au moment des attentats du 11 septembre à New York, où j'ai fait une enquête in situ, sur place. Bon, alors c'était évidemment très ambitieux de me balader dans Manhattan en imaginant faire une enquête, mais il n'y avait pas le choix, et où j'ai essayé de comprendre ce qui se passait du point de vue de l'écrit, étant entendu que pendant le 11 septembre à Manhattan en 2001, il y a eu un énorme événement d'écriture, bien sûr, puisque la ville était couverte d'écrits, que tout le monde qui était dehors écrivait, lisait, etc. Il y avait vraiment quelque chose, une situation graphique, là, pour le coup. Il y a une situation, comme vous dites dans votre présentation. Alors, qu'est-ce qui frappe dans ce genre de situation? Enfin, moi, en tous les cas, ce qui m'a beaucoup frappé, ça a été tout de suite, bien sûr, le choix du type d'écriture. En fait, l'écriture qui revient la plupart du temps, c'est la cursive. C'est la cursive familière, que nous connaissons tous. Il n'y a, là vous voyez, il n'y a aucun effort de belle écriture, de tracé, de majuscule ou de capitale ou de je ne sais pas quoi. C'est constamment, à répétition à l'infini, une écriture presque scolaire qui est utilisée. Et ça, il me semble que dans des circonstances comme celles qui étaient à Manhattan le 11 septembre, eh bien, ce choix est extrêmement important parce qu'en fait, c'est un choix qui invite à écrire. C'est un choix qui ne met pas en avant des normes graphiques, typographiques d'excellence, qui laissent place à n'importe quelle écriture. Celles-là, elles sont plutôt très bien faites, mais qui laissent place à pas mal d'écritures malhabiles, dont on peut repérer très facilement la présence. Tout le monde peut s'y glisser. Donc, voilà déjà un effet direct d'un choix graphique qui est finalement d'ouvrir l'espace graphique à tout le monde et d'associer très facilement ceux qui étaient dans les rues, et donc les centaines de milliers de gens qui étaient dans les rues et qui ont écrit. Deuxième ressource qui a été exploitée là-bas, c'est le traitement de l'espace graphique. Ici, donc, il est tout à fait spectaculaire, je trouve, qui est de travailler sur des écritures collectives, sur un même support, en faisant finalement une sorte de patchwork où jamais on n'empiète sur le message de l'autre. Donc il y a quelque chose là dans la mise en place qui n'est pas concerté. Les gens ne sont pas dit, ah ben tiens, quelque chose qui se passe, qui est une sorte de ressource graphique ordinaire. On est bien dans un graphisme ordinaire, ce ne sont pas du tout des graphismes professionnels, mais que nous pouvons pratiquer dans ces moments-là, et qui fait qu'il est hors de question de chevaucher, comme on le voit souvent, par exemple, dans le cas de graffiti, de chevaucher, de prendre la place, d'empêcher de lire celui qui est à côté. Et j'ajoute que cette espèce de manière d'écrire ensemble, c'est évidemment aussi un acte de langage, c'est-à-dire qu'on énonce ensemble. Il y a une énonciation qui se fait ensemble et que seule l'écriture, évidemment, peut provoquer, peut rendre possible. On ne peut pas faire ça à l'oral où on parle tous en même temps, à l'unisson, ou rien du tout. À l'écrit, l'escriture. Et enfin, j'ajoute une dernière chose, c'est que la plupart des gens n'écrivaient pas exactement la même phrase.
mais pas loin. Hein, c'est des formules très stéréotypées finalement. Tout le monde, personne n'est vraiment original, c'est pas le problème. Donc il y a une sorte de, comment dire, toutes les facettes de l'acte d'écriture se conjuguent en fait pour fabriquer un écrit collectif. Un écrit collectif inclusif et à l'unisson. Pour moi, ce genre d'action, d'écriture, est quand même extrêmement typique des ressources de l'écriture et du graphisme. On ne peut pas se passer de toutes ces petites actions minuscules qui font qu'on a cette sorte de trame très très serrée où chacun a sa place. Enfin, dernier point de cette question, qu'est-ce que le graphisme nous fait faire, comment il intervient dans certaines situations. Comme vous l'avez vu, les écritures sont manuscrites, la plupart du temps petites, petits modules. Et pourtant, elles sont affichées. Il y a quelque chose là qui... Bon. Quelle est la conséquence directe de l'affichage de petits modules d'écriture? C'est évidemment que pour les lire, il faut s'approcher. C'est-à-dire, ça nous fait bouger. Le graphisme, le choix de ce module, bouge nos corps. Bon. En plus, comme c'est affiché, nous bougeons en ligne. Ce qui fait que les situations graphiques qui sont très communes à Manhattan pendant cette époque, ce sont des situations de lecture collective. On est tous en train de lire des choses, on est assez rapprochés les uns des autres, on est beaucoup plus rapprochés que si on se parlait en face à face, et on est en silence. C'est donc ces choix-là rendent possible des postures collectives. Et cette espèce de rapprochement des corps, dans ce silence sans parole, provoque ce que l'on appelle une certaine force esthésique. Une force esthésique, c'est-à-dire une force qui joue sur les émotions. Il y a dans le rapprochement qui se provoque. Et justement, à ce moment-là, la question des émotions est quand même très centrale. Il y a des émotions extrêmement violentes, extrêmement fortes, qui traversent tout le monde. Et finalement, ce genre de situation est une manière de gérer ces émotions collectivement, en silence, et d'une manière quasiment réconfortante. Donc ça, c'est un point aussi qui m'a paru tout à fait lié directement à un certain nombre de choix graphiques, de ressources graphiques. Alors, pour conclure, je terminerai par une dernière situation qui nous fait passer peut-être encore à un autre niveau de questionnement de cette notion de situation graphique. Et là, je vous laisserai, je vais vous donner la description brute, que je ne commenterai que très peu, et on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter tout à l'heure. En tous les cas, je vous laisserai méditer cette description qui nous est donnée par George Orwell dans son texte de 1938, Hommage à la Catalogne, qui est un texte dans lequel Orwell décrit ce qu'il perçoit de Barcelone, qui est à ce moment-là une ville où s'est installée la Révolution. Voilà ce qu'il nous dit. On était en décembre 1936. Pour qui, arrivant de Barcelone, l'aspect saisissant de Barcelone dépassait toute attente. C'était bien la première fois de ma vie où je me trouvais dans une ville où la classe ouvrière avait pris le dessus. À peu près tous les immeubles de quelque importance avaient été saisis par les ouvriers et sur tous flottaient des drapeaux rouges ou les drapeaux rouges et noirs des anarchistes. Pas un mur qui ne portât griffonnés le marteau et la faucille et les sigles des partis révolutionnaires. Il ne restait de presque toutes les églises que des murs
et les images saintes avaient été brûlées. Tout magasin, tout café portait une inscription vous informant de sa collectivisation, jusqu'aux caisses des cireurs de bottes qui avaient été collectivisées et peintes en rouge et noir. Partout, des placards révolutionnaires, avec leur rouge et leur blanc, se détachaient de façon éclatante sur les murs, et par contraste, les quelques affiches de naguère qui y étaient demeurées avaient l'air de barbouillage de boue. Dans les boutiques de barbiers, des avis au public rédigés par des anarchistes, les barbiers étaient pour la plupart anarchistes, expliquaient gravement que les barbiers n'étaient pas des esclaves. Dans la rue, des affiches bariolées conjuraient les prostituées de ne plus se prostituer. Les garçons de café, les vendeurs, vous regardaient bien en face et se comportaient avec vous en égaux. Les tournures de phrases serviles ou même simplement cérémonieuses avaient pour le moment disparu. Personne ne disait plus « Seigneur » ou « Don », ni même « Usted ». Tout le monde se tutoyait, on s'appelait camarade et l'on disait « Salud » au lieu de « Buenos dias ». Des êtres humains cherchaient à se comporter en êtres humains et non plus en simple rouage de la machine capitaliste. Il me semble que ce que nous décrit là Orwell donne à la notion de situation graphique encore une autre dimension. Ici, à Barcelone, pendant ces quelques jours qu'a duré la Révolution, c'est finalement une forme de vie à laquelle le graphisme a apporté son concours. Je vous remercie.